Bonjour à toutes et tous, c'est Céline, kinésithérapeute près de Lille. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast de la Fédé, la communauté dynamique et innovante des kinésithérapeutes. Chaque semaine, vous découvrirez les témoignages, les conseils et les astuces de kinés passionnés et engagés sur des sujets qui vous interpellent dans votre pratique et aussi sur l'actualité. Ensemble et avec la Fédé, bougeons les lignes de la kinésithérapie. Bonne écoute! La Médicale, un réseau expert d'agents généraux pour accompagner les masseurs kinésithérapeutes dans leurs besoins professionnels et privés. La Médicale accompagne près d'un masseur kinésithérapeute sur 3 en France. Rassurant non, des assurances adaptées aux besoins des masseurs kinésithérapeutes, tant professionnels que privés. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yves Enrontin. Bonjour Yves. Bonjour. Comment allez-vous ? Super. Donc voilà, on échange dans le cadre du Summit NPIS ici à Paris, à la Cité interuniversitaire. Je vais vous proposer tout d'abord de vous présenter. Voilà, je suis professeur à l'Université de Liège, professeur de pathologie, de kinésithérapie et réadaptation fonctionnelle. Je suis également le président de la Fondation Arthrose. Alors, pourquoi venez-vous dans le cadre du Summit de la NPIS ? D'abord parce que je suis particulièrement intéressé par tout ce qui est intervention non médicamenteuse, d'une part par mon métier à la fois de praticien et d'enseignant, et puis parce qu'on m'a demandé de venir traiter 2 sujets, l'arthrose et d'autre part le vieillissement. Et dans ces 2 cas de figure, les interventions non médicamenteuses sont évidemment très importantes. Alors on va peut-être tout d'abord débuter sur le thème de l'arthrose, l'une de vos interventions hier. Alors voilà, on a toujours un peu ce premier réflexe du médicament au sujet de l'arthrose, mais aussi bien sûr il y a les INM. Alors comment vous arrivez à cette complémentarité entre les deux ? Alors d'abord, il faut rappeler que l'arthrose est une maladie dégénérative des articulations qui va progresser sur plusieurs dizaines d'années. Et donc, il va falloir gérer les patients, à la fois leurs symptômes, mais aussi leur comportement et l'ensemble des comorbidités qui sont associées à cette pathologie, puisqu'on sait maintenant que l'arthrose est associée à la fois à des comorbidités biologiques, comme le syndrome métabolique, mais aussi des comorbidités psychosociales, comme l'anxiété, troubles du sommeil, fatigue. Et donc, il va falloir gérer ce patient dans son ensemble sur une longue durée. Alors actuellement, les traitements médicamenteux recommandés sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens, d'abord en topique, et puis ça ne fonctionne pas par voie orale, mais vous le savez comme moi que ces médicaments entraînent toute une série d'effets secondaires et que donc leur administration va être limitée dans le temps. Et donc il va falloir gérer ces effets secondaires, gérer l'administration de ces médicaments et y associer des interventions non médicamenteuses. Alors de quel type, par exemple, vous proposez ? Alors d'abord, il faut bien préciser que les interventions non médicamenteuses et médicamenteuses doivent être combinées. Les médicaments antalgiques doivent être là pour faciliter la rééducation, faciliter le retour à l'activité physique. Et d'autre part, l'activité physique, les exercices sont là pour contrôler la consommation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, d'antalgiques, et donc limiter les effets secondaires. Il y a plusieurs types d'interventions non médicamenteuses que nous allons utiliser. D'abord, tout ce qui est exercice, donc l'activité physique dans son sens large, que ce soit les exercices structurés et organisés par un kinésithérapeute, l'activité physique aérobie de loisirs, comme par exemple courir, marcher, et également tout ce qui est contrôle du poids par l'alimentation, mais aussi évidemment par l'activité physique. Alors oui, parfois difficile justement, je vois au sein de mon cabinet par exemple, de proposer des exercices à des patients qui ont déjà mal, en fait, ont souvent peur justement que ça va aggraver leur douleur, en leur expliquant, en faisant de l'éducation à la douleur. Comment vous arrivez à lever ces freins auprès des patients ? Alors c'est une excellente question et c'est évidemment une question que nous devons absolument aborder dans notre pratique quotidienne. Alors, premièrement, il faut confronter le patient avec une expérience positive de l'exercice. C'est-à-dire que moi, personnellement, ce que je fais, je choisis quelques exercices simples à réaliser et qui ont une action antalgique sur le patient.
Et donc, je lui fais prendre conscience de ça, c'est-à-dire que lorsqu'il a pratiqué les exercices, sa douleur s'est atténuée. Donc, il faut vraiment développer ce sentiment d'auto-efficacité pour progressivement conduire le patient à l'autogestion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir planifier la mise en place de ces exercices dans sa vie quotidienne. Donc, ce que je fais, je choisis 2-3 exercices faciles à reproduire à la maison, qui lui apportent de l'antalgie, et puis je planifie avec lui la réalisation de ces exercices en termes de moments et en termes également de circonstances de réalisation. Et puis, les traitements médicamenteux sont également là pour faciliter l'activité physique et l'exercice. Pendant les phases douloureuses ou quand je vois un patient en phase aiguë, je me fais aider du médecin qui prescrit des antalgiques, des anti-inflammatoires pour permettre la rééducation, permettre le retour à l'activité physique. J'explique également aux patients que les antalgiques, les anti-inflammatoires peuvent être utilisés pour gérer la douleur post-activité physique parce qu'il ne faut évidemment pas se voiler la face. Quand on fait de l'activité physique, même si on est en forme, le lendemain, on a des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Et donc, là aussi, la prise pendant évidemment une courte durée d'antalgique peut faciliter cette douleur après, la gestion de cette douleur après l'activité physique. Alors passons au deuxième thème, justement, à votre deuxième intervention d'hier. On a parlé pas mal de prévention sur la perte d'autonomie, par exemple. Comment vous abordez ces sujets-là ? Alors évidemment, nous, notre rôle en tant que kinésithérapeute, c'est évidemment de gérer le déclin des capacités intrinsèques du patient, mais surtout au niveau locomoteur. Et donc, ce que l'on peut faire, c'est très tôt au début du vieillissement du patient, mettre en place toute une série d'exercices, d'activités physiques pour justement limiter ce déclin locomoteur, par exemple en travaillant la musculature. On sait que les muscles jouent un rôle très important et qu'avec l'âge, on va progressivement perdre du muscle, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Donc très tôt, on peut mettre en place de la prévention en demandant aux patients de faire régulièrement des exercices de renforcement, de contrôle moteur, en étirant également sa musculature pour améliorer l'extensibilité musculaire, éviter toutes les déformations, par exemple les déficits d'extension au niveau du genou. Ce sont des petits détails, mais qui peuvent évidemment facilement prévenir le déclin au niveau locomoteur. Donc ce sont des petites choses à mettre en place, et j'insiste sur le fait qu'elles doivent être faciles à mettre en place. Vous savez, c'est un petit peu comme se brosser les dents tous les jours pour prévenir l'apparition des caries. On peut aussi implémenter dans la vie quotidienne du patient des choses très simples à mettre en place pour justement éviter ce déclin au niveau locomoteur. Ouais. Mais la difficulté, c'est de la mettre en place en fait en prévention. Notre système est plutôt basé sur le curatif en fait. Et comment vous arrivez justement à transmettre ces messages en prévention ? Alors évidemment, c'est un petit peu pour ça que j'ai créé la Fondation Arthrose. C'est justement pour essayer de délivrer des messages via les réseaux sociaux, via des campagnes de presse, des messages très simples pour essayer évidemment de changer la conscience du patient par rapport à toutes ces pathologies qui sont liées au vieillissement et qui vont engendrer leur déclin locomoteur. Donc là, évidemment, il y a ce genre d'organisation. Il y a aussi des sociétés scientifiques comme le NPS. Donc tout ça permet évidemment de pouvoir transmettre des messages. Et puis vous savez, on est aussi des thérapeutes, des professionnels de la santé. C'est à nous aussi d'aller à la rencontre des patients par des conférences grand public, mais aussi dans son quotidien, lors des colloques singuliers avec nos patients, de leur expliquer toute une série de mesures à prendre pour faciliter cette prévention. Alors vous disiez en préambule, mais vous faites de la recherche aussi. Quels sont par exemple les travaux que vous réalisez actuellement ? Alors je fais de la recherche préclinique et clinique. Donc au niveau préclinique, par exemple, on étudie beaucoup la réaction inflammatoire au niveau de l'articulation. Et donc on s'intéresse plus particulièrement à la lymphogénèse, qui pourrait d'ailleurs jouer un rôle sur la résolution spontanée de la réaction inflammatoire, mais aussi par exemple sur l'accès de toute une série de molécules anti-inflammatoires au niveau de l'articulation
et de la membrane synoviale. Voilà, pour le moment, c'est un de nos sujets. J'ai beaucoup travaillé aussi sur les marqueurs biologiques afin de pouvoir détecter très tôt l'apparition de la pathologie. Nous développons aussi des nouveaux traitements, surtout évidemment pharmacologiques, des injectables. Voilà, donc c'est très varié comme recherche. Et au niveau clinique, là, je suis plutôt orienté vers la recherche d'interventions non médicamenteuses. Je travaille beaucoup d'ailleurs avec des associations scientifiques telles que l'OARCI pour mettre en place des recommandations en termes de prise en charge des patients arthrosiques par des interventions non médicamenteuses. Alors je profite de notre échange aussi, voilà, vous êtes kinésithérapeute belge, moi française, voilà, on parle beaucoup d'accès direct et j'ai vu tout récemment justement que l'accès direct était possible maintenant en Belgique. Alors ça c'est un sujet d'actualité, Ouais. Alors ce n'est pas encore possible. C'est pas encore possible. Tant qu'évidemment le ministre n'aura pas signé l'arrêté royal, ce ne sera pas évidemment possible, mais en tout cas on y travaille, en collaboration d'ailleurs avec le Conseil supérieur de la médecine, puisqu'il faut évidemment que cette décision soit unanime et l'agrément aussi des médecins pour que ça fonctionne bien. Et donc on travaille pour le moment donc, à un projet de texte pour que l'accès direct à la kinésithérapie soit possible. Personnellement, je suis un défenseur de cette mesure, mais à condition qu'elle soit bien cadrée et acceptée par tout le monde. Et c'est notre mission pour le moment, c'est d'essayer de faire en sorte qu'elle soit acceptable par tous. Quelles sont maintenant les perspectives d'évolution de l'implémentation des interventions non médicamenteuses? Comment, voilà, en tant que professionnel de santé, on peut s'emparer, on doit s'emparer justement de ces dispositifs? Alors, on sait que c'est efficace. On sait que c'est efficace non seulement au niveau économique, mais aussi pour la santé, au niveau de la santé du patient. Le gros problème maintenant que nous avons, c'est l'adhésion. L'adhésion à la fois des professionnels de la santé, mais aussi des patients à ces interventions non pharmacologiques. C'est ça évidemment notre défi pour les prochaines années. Et comment va-t-on y arriver? Justement, je pense, en travaillant de façon multidisciplinaire, je pense que nous aurons besoin notamment des psychologues pour nous aider à travailler les mécanismes qui vont permettre aux patients non seulement d'être motivés, mais aussi de passer à l'action, donc de réaliser réellement leurs exercices. Donc la pluridisciplinarité va être importante. On peut aussi évidemment utiliser les nouvelles technologies. Je pense que ce seront également des outils utiles dans notre profession, même s'il ne faudra pas qu'elles se substituent à l'activité du kinésithérapeute et du professionnel de la santé. Un deuxième axe de recherche, je pense, c'est que nous allons devoir mieux phénotyper nos patients, c'est-à-dire administrer des traitements, même non médicamenteux, au bon profil de patient. C'est ça qui fera que l'on va gagner aussi en termes d'efficacité à l'avenir. Eh bien, merci beaucoup Yves pour cet échange. C'est avec plaisir. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne suite de congrès. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes et quels invités vous souhaiteriez écouter. Pour ça, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de visiter le site web de la FFMKR pour rester informé des dernières actualités et des événements à venir. Votre soutien et votre engagement sont essentiels pour faire avancer notre profession. La Médicale, un réseau expert d'agents généraux pour accompagner les masseurs kinésithérapeutes dans leurs besoins professionnels et privés. La Médicale accompagne près d'un masseur kinésithérapeute sur 3 en France. Rassurant non, des assurances adaptées aux besoins des masseurs kinésithérapeutes, tant professionnels que privés.